miroir du monde et devenez acteur du changement. Dans un monde où l'innocence devrait être protégée, certaines âmes fragiles traversent l'enfer en silence. Cette histoire raconte le destin brisé d'une jeune fille qui rêvait d'un avenir meilleur, mais qui s'est retrouvée prisonnière d'une cruauté inimaginable. Derrière les murs d'une maison qui aurait dû être un refuge, elle a connu l'humiliation, la souffrance et la solitude. Pourtant, au cœur des ténèbres, une lueur d'espoir subsiste. Les cicatrices du silence, une histoire poignante pour dénoncer l'inacceptable et donner une voix à ceux qui souffrent dans l'ombre. Dans un petit village reculé, au cœur d'une nature verdoyante, vivait une jeune fille nommée Nadège. Elle avait grandi entourée de l'amour de sa mère, une femme simple mais courageuse, qui l'élevait seule depuis la mort de son père. Malgré la pauvreté, leur petite maison en terre battue résonnait toujours de rires et de chants. Mais la vie dans le village était difficile. L'argent manquait, et la mère de Nadège peinait à lui assurer une éducation. C'est alors qu'une opportunité inattendue s'est présentée. Sa tante, Marlène, la sœur aînée de sa mère, qui vivait en ville, a proposé de l'accueillir chez elle. Elle lui promettait une belle vie, une éducation, et un avenir meilleur. « Viens vivre avec moi, Nadège. Ici, en ville, tu auras tout ce dont tu as besoin. » Sa mère, voyant là une chance unique pour sa fille, accepta avec reconnaissance. « Sois sage chez ta tante, écoute-la bien et travaille dur. Elle est comme une seconde mère pour toi. » Nadège était excitée à l'idée de découvrir la ville. Elle s'imaginait déjà dans une grande maison, vêtue de jolies robes, apprenant dans une école moderne avec des camarades bien habillés. Avec un cœur rempli d'espoir, elle fit ses adieux à son village natal, ignorant que ce voyage marquerait le début de son calvaire. Dès son arrivée en ville, la première chose qui frappa Nadège fut l'immensité des bâtiments, le bruit incessant des klaxons, et la foule pressée qui arpentait les rues. Tout était si différent du calme de son village. Quand elle arriva chez sa tante, elle découvrit une grande maison à étages, bien plus luxueuse que ce qu'elle avait imaginé. Ses cousins, bien habillés et souriants, l'accueillirent timidement. Nadège sentit une chaleur dans son cœur, elle se croyait enfin chez elle. Mais cette illusion ne dura pas longtemps. Le premier soir, alors qu'elle pensait partager un dîner joyeux avec la famille, Tata Marlène l'envoya manger seule dans la cuisine. Une assiette à moitié remplie l'attendait sur une table en bois abîmé. « Ici, chacun a sa place, Nadège. Et la tienne, c'est la cuisine », déclara froidement Marlène avant de rejoindre sa famille dans la salle à manger. Ce fut la première gifle invisible. Le lendemain, elle comprit que ses journées ne seraient pas celles d'une écolière, mais celles d'une servante. Dès l'aube, Tata Marlène la réveilla brusquement. « Debout, paresseux, tu crois que tu es venu ici pour dormir ?» Nadège, encore ensommeillée, se leva précipitamment. Elle se retrouva rapidement avec une liste interminable de tâches: nettoyer la maison, laver les vêtements à la main, repasser, cuisiner, servir la famille et s'assurer que tout brillait. Les jours passèrent, et le traitement de Tata Marlène devint de plus en plus dur. Nadège n'avait plus le droit de s'asseoir sur le canapé du salon, ni d'utiliser les mêmes ustensiles que le reste de la famille. Ses cousins, autrefois souriants, évitaient maintenant de trop lui parler, de peur de s'attirer les foudres de leur mère. Les premières semaines, Nadège gardait espoir. Elle se répétait que sa tante finirait par la considérer comme sa propre fille. Mais ce fut un espoir vain. Un soir, après une longue journée de corvée, elle s'endormit sans avoir terminé de nettoyer la cuisine. Le lendemain matin, Marlène la réveilla avec un seau d'eau froide renversé sur elle. « Chez moi, on ne dort pas tant que le travail n'est pas fait. » Tremblant, les dents claquant sous l'effet du froid, Nadège s'excusa et courut achever son travail. Ce jour-là, elle comprit qu'elle n'était pas venue chercher une meilleure vie. Elle était venue pour être brisée.
Les semaines passèrent, et chaque jour ressemblait à une punition pour Nadège. Son existence se réduisait à un enchaînement de tâches ménagères interminables, sous le regard dur et méprisant de Tata Marlène. La maison, qui lui avait semblé accueillante à son arrivée, était devenue une prison où elle devait se faire invisible. Très vite, Marlène ne se contenta plus de l'exploiter. Chaque erreur, aussi minime soit-elle, était une occasion pour elle de déverser sa colère. Si Nadège oubliait une assiette sur la table, elle recevait une gifle. Si un vêtement n'était pas bien repassé, Marlène lui pinçait violemment l'oreille jusqu'à ce qu'elle pousse un cri de douleur. Un jour, après une longue matinée passée à laver le sol, Nadège sentit ses jambes fléchir sous l'épuisement. Elle s'accorda quelques minutes de repos en s'asseyant dans un coin de la cuisine. Malheureusement, Marlène entra à ce moment-là et, furieuse de la voir inactive, elle la força à se relever en la tirant brutalement par le bras. Elle lui reprocha d'être paresseux, d'être un fardeau, et d'avoir été une erreur dans cette maison. Les insultes étaient devenues une routine, des mots qu'elle entendait si souvent qu'elle finissait par les croire. L'isolement de Nadège s'accentua. Ses cousins, qui au début lui adressaient quelques mots, évitaient maintenant de croiser son regard. Ils semblaient gênés, peut-être même désolés, mais aucun n'osait contredire leur mère. Quant aux voisins, ils ne se doutaient de rien. Chaque fois que Nadège sortait pour jeter les poubelles ou acheter des provisions, Marlène veillait à ce qu'elle affiche un sourire forcé. Elle lui faisait comprendre d'un regard que si elle osait parler, les conséquences seraient terribles. Les nuits étaient les seuls moments où Nadège pouvait pleurer sans crainte d'être entendue. Étendue sur une vieille natte dans un coin du couloir, elle repensait aux jours heureux passés au village. Là-bas, sa mère lui murmurait des mots tendres avant qu'elle ne s'endorme. Ici, elle n'entendait que le silence froid d'une maison qui n'était pas la sienne. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, ses mains tremblaient de fatigue. En voulant sortir une marmite du feu, elle laissa échapper la louche qui tomba bruyamment sur le sol. Marlène accourut aussitôt et, sans chercher à comprendre, s'énerva violemment. Elle attrapa Nadège par les cheveux et lui reprocha d'être incapable de faire quoi que ce soit correctement. Pour elle, sa nièce n'était rien d'autre qu'une source d'embarras. Ce soir-là, Nadège comprit que peu importe ce qu'elle ferait, elle ne serait jamais acceptée. Mais le pire était encore à venir. Les jours se succédaient et, avec eux, la cruauté de Tata Marlène s'intensifiait. Nadège, autrefois pleine d'énergie et de rêves, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son corps portait les marques des punitions quotidiennes, et son esprit, lui, s'était enfermé dans une prison de silence. Elle ne pleurait plus, ne parlait plus, ne réagissait même plus aux insultes. Elle survivait, simplement. Mais un jour, tout bascula. Ce matin-là, alors qu'elle était encore à genoux en train de frotter le sol, elle entendit Marlène l'appeler avec une voix glaciale. Nadège se releva aussitôt et accourut dans la cuisine, où sa tante se tenait debout, les bras croisés, fixant un verre d'eau posé sur la table. Elle lui reprocha d'avoir mal essuyé la table la veille, laissant une trace d'eau qui l'avait agacée. Nadège baissa la tête, murmurant une excuse à peine audible. Mais Marlène, insatisfaite, la força à lever le visage et, sans prévenir, elle lui cracha en plein visage. L'humiliation fut insupportable. Elle sentit la chaleur monter en elle, mais elle n'eut même pas le temps de réagir. Sa tante lui ordonna de retourner immédiatement à son travail, comme si rien ne s'était passé. Toute la journée, Nadège resta hantée par cet acte. Ce n'était plus seulement de la violence physique, c'était une volonté de l'anéantir, de la détruire totalement. Mais Marlène n'en avait pas fini. Le lendemain soir, alors que Nadège s'affairait à préparer le repas, elle sentit une présence derrière elle. Avant même qu'elle ne puisse se retourner, une douleur atroce envahit son visage. Elle hurla, tombant à genoux, les mains plaquées contre sa peau brûlante.
Marlène venait de lui jeter de l'eau bouillante au visage. La douleur était insoutenable. Nadège se tordait sur le sol, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Sa peau la brûlait, des cloques apparaissaient déjà, et son souffle était saccadé. Pendant un instant, elle crut qu'elle allait mourir. Mais au lieu de s'inquiéter, Marlène la regarda avec froideur. Elle lui reprocha d'avoir été trop lente dans la préparation du repas, expliquant d'un ton détaché qu'elle devait apprendre à être plus efficace. Puis, comme si elle venait de renverser un simple verre d'eau, elle lui ordonna de se relever et de finir ce qu'elle avait commencé. Ce soir-là, Nadège ne ressentit pas seulement la douleur physique. Elle comprit que pour sa tante, elle n'était même plus un être humain. Allongée sur sa natte, elle ne dormit pas. Elle savait qu'à partir de ce moment, plus rien ne serait comme avant. Nadège passa la nuit en proie à une douleur insoutenable. Chaque battement de son cœur résonnait dans sa peau brûlée, chaque respiration était un supplice. Mais plus encore que la souffrance physique, c'était l'humiliation qui la rongeait. Elle savait que, désormais, son visage porterait à jamais la marque de ce qu'elle avait subi. Au petit matin, elle tenta de se lever, mais son corps était trop faible. Pourtant, elle savait que si elle restait allongée trop longtemps, Marlène viendrait la tirer violemment de sa natte. Comme prévu, sa tante fit irruption dans le couloir et, en voyant Nadège encore recroquevillée, elle lui reprocha de faire semblant d'être malade pour éviter le travail. Elle lui ordonna de se lever immédiatement. Nadège n'avait plus la force de protester. Elle se redressa lentement, titubant, et se mit au travail, le visage en feu, le regard éteint. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'éprouvait plus de peur, plus de tristesse. Juste un vide immense. Cette journée-là, tout le quartier apprit enfin ce qu'elle avait subi. Alors qu'elle était sortie pour jeter les poubelles, une voisine la vit de près pour la première fois depuis des semaines. En découvrant les brûlures sur son visage, elle poussa un cri de stupeur. D'autres voisins s'approchèrent, horrifiés par l'état de Nadège. Les murmures commencèrent, les regards inquiets se croisèrent. Alertée par l'agitation, Marlène surgit et attrapa brutalement Nadège par le bras, lui ordonnant de rentrer immédiatement. Mais cette fois, quelqu'un intervint. Une femme du quartier, connue pour son franc-parler, s'interposa. Elle demanda à Marlène ce qui était arrivé à la fillette. D'abord agacée, Marlène tenta d'inventer une excuse, prétendant que Nadège s'était brûlée accidentellement en cuisinant. Mais son ton sec et son regard fuyant ne convainquirent personne. L'un des voisins, furieux, menaça de contacter les autorités. D'autres prirent le parti de Nadège, insistant pour qu'elle soit emmenée à l'hôpital. Face à la pression, Marlène perdit son sang-froid et laissa échapper des paroles qui confirmèrent ce que tous soupçonnaient déjà. Elle n'avait jamais considéré Nadège comme une enfant de la famille, mais comme une simple servante. Ce fut la goutte de trop. En quelques heures, la nouvelle parvint jusqu'à une organisation de protection de l'enfance. Des agents furent envoyés, et Nadège fut enfin arrachée aux griffes de sa tortionnaire. Elle fut conduite à l'hôpital, où les médecins constatèrent l'ampleur des sévices qu'elle avait endurés. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Nadège sentit une main se poser doucement sur son épaule sans violence, sans haine. Une infirmière lui assura qu'elle était en sécurité maintenant. Marlène, quant à elle, dut répondre de ses actes devant la justice. Nadège ne retrouverait jamais son visage d'avant. Les cicatrices resteraient, témoins muets de son passé. Mais elle était libre. Et pour elle, c'était le début d'une nouvelle vie. L'histoire de Nadège est une réalité que vivent de nombreux enfants en silence. Derrière les portes closes, loin des regards, des innocents subissent des violences inimaginables de la part de ceux qui sont censés les protéger. À ceux qui vivent des situations comme Nadège, sachez que vous n'êtes pas seul et que personne n'a le droit de vous traiter ainsi. La peur et la honte vous poussent peut-être à vous taire, mais il y a toujours quelqu'un, quelque part, prêt à vous écouter et à vous aider.
Parlez, cherchez de l'aide auprès d'un membre de famille, de vos parents s'ils sont vivants, d'un voisin de confiance, d'un enseignant ou d'une organisation qui protège les enfants et les victimes de violences. Votre souffrance n'est pas normale et vous méritez une vie digne et respectueuse. À ceux qui envoient leurs enfants chez des proches ou des connaissances. Un enfant n'est pas un fardeau à déposer chez les autres. Si vous devez confier votre enfant à quelqu'un, assurez-vous qu'il est en sécurité, aimé et bien traité. Restez en contact régulier, posez des questions, vérifiez par vous-même ses conditions de vie. Un enfant maltraité a souvent peur de parler, mais des signes existent. Tristesse, maigreur excessive, blessures inexpliquées, isolement. Ne fermez pas les yeux. À ceux qui sont comme Marlène. Si vous avez dans votre foyer un enfant qui ne vient pas de vous, traitez-le avec la même bienveillance que vos propres enfants. Un enfant n'est pas un domestique, encore moins un souffre-douleur. Chaque acte de violence laisse des cicatrices qui ne disparaissent jamais complètement. Si vous ressentez de la haine, de la frustration ou du mépris envers un enfant, demandez-vous d'où vient cette haine et pourquoi vous la nourrissez. Car un jour, la vérité éclate. Et la justice finit toujours par rattraper ceux qui ont brisé des vies innocentes. Ne soyons pas complices du silence. Protégeons les enfants. Abonnez-vous à Le Miroir du Monde et devenez acteur du changement.